Bonjour à tous. Alors, en préambule, je m'adresse ici à mon collègue et ami Pierre Belda pour le remercier très chaleureusement pour son invitation à intervenir à l'occasion de ce colloque. Et je remercie également toute l'équipe du CRJ Poitiers, donc le laboratoire de droit, pour sa contribution à l'organisation de cette manifestation. J'ai aussi une pensée pour Florent, pour son aide technique pour l'organisation de cette manifestation. Alors pour ma part, je vais parler au cours de cette communication de la planification urbaine et de son rapport avec le logement des classes populaires dans la ville. Alors cet intitulé suppose 3 remarques préalables. La première, c'est que je me place dans la perspective de l'intervention publique et en particulier de l'intervention publique locale. Deuxième remarque, par rapport à ce qui a pu être évoqué depuis ce matin, donc plutôt des approches historiques de la part de mes différents collègues, moi je vais être dans une approche strictement contemporaine, donc ce que dit le droit positif de ce rapport entre planification urbaine et logement des classes populaires dans la ville. Troisième remarque préalable, je vais m'inscrire dans une approche donc juridique de droit positif, non pas sur le logement lui-même, à strictement parler, mais sur les normes qui peuvent conduire à son érection, à sa réhabilitation, etc. Donc ceci étant posé, je peux indiquer que les termes de ce sujet, pour un juriste, ne sont pas équivalents. Pas équivalents en termes de portée juridique. D'abord, en effet, la planification urbaine, commençons avec elle, c'est bien une notion juridique. La planification urbaine, pour un juriste, c'est l'ensemble des normes unilatérales qui fixent pour un espace donné des objectifs à atteindre et des mesures adéquates pour assurer leur concrétisation afin de contrôler, afin de conserver, afin de faire évoluer l'affectation des sols et la structuration de l'occupation de l'espace. Et traditionnellement, en droit, on distingue entre la planification stratégique et la planification réglementaire. La planification stratégique renvoyant à cet ensemble d'actes réglementaires dédiés à la prévision en matière d'urbanisme. Planification stratégique qui contient fondamentalement des normes générales, certes obligatoires, mais non prescriptives s'agissant de leur teneur. Donc on parle essentiellement d'objectifs et d'orientation. À côté de cette planification stratégique, on trouve la planification réglementaire qui renvoie à cet ensemble d'actes réglementaires dédiés à la réglementation de l'urbanisme, cette fois-ci par des normes précises, toujours obligatoires, mais cette fois-ci caractérisées par un aspect prescriptif, puisqu'on parlera d'injonction, on parlera d'interdiction, on parlera de prohibition. Ensuite, deuxième terme de ce sujet, le logement. Le logement, c'est aussi une notion juridique. Sans rentrer dans les multiples références juridiques à cette notion de logement, j'en retiendrai une seule ici, une définition jurisprudentielle du logement, donnée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2001, Chapman contre Royaume-Uni, qui va définir le logement comme l'endroit où un être humain peut vivre dans la dignité et qu'il peut désigner comme son domicile. Enfin, troisième terme du sujet, les classes populaires. Ici, de manière très claire, on n'est pas en présence d'une notion juridique, mais plutôt en présence d'une notion sociologique qui désigne, pour le dire très rapidement, un groupe de personnes caractérisées par des revenus modestes. Donc ce n'est pas une notion juridique. Néanmoins, si l'expression de logement des classes populaires n'apparaît pas en tant que telle en droit, on en trouve largement l'idée, et ce, de 2 manières distinctes. D'une part, si on ne qualifie pas les personnes, on qualifie l'habitat qu'elles occupent. Et ici, la récurrence fondamentale, c'est bien sûr celle du logement social, destiné, en théorie tout du moins, aux personnes ne bénéficiant pas de hauts revenus, et c'est une formule évidemment que l'on retrouve très largement en droit positif. D'autre part, si on ne caractérise pas les personnes, on caractérise les conditions dans lesquelles le logement des personnes aux revenus modestes doivent s'inscrire dans la société. 2 exemples de vocabulaire, on parle d'équilibre social de l'habitat, on parle de mixité sociale dans l'habitat. Autrement dit, c'est l'idée que l'on doit mêler dans un même espace les habitats des différentes classes sociales et rejeter, pour reprendre une formule d'Henri Jacot qu'on a évoquée ce matin, pour rejeter l'urbanisme de séparation qui distingue spatialement les logements des personnes en fonction de leurs revenus, en fonction de leur classe sociale. Au regard de ces différents
termes du sujet, peut-on dire que la planification urbaine contribue ou peut contribuer au logement des classes populaires? On peut répondre de manière positive à cette interrogation, l'article L101-2 du Code de l'urbanisme assignant d'ailleurs aux planificateurs l'objectif de mixité sociale dans l'habitat. Donc la question est de savoir comment cette planification peut contribuer au logement des classes populaires. Ici, il me semble que l'on peut distinguer deux idées. La première est que la planification urbaine contribue à permettre la production de logements accessibles aux classes populaires. La seconde idée est que cette planification peut permettre l'intégration des logements des classes populaires dans le fait urbain. Avant de développer ces deux idées, deux précisions méthodologiques. La première, c'est que je vais me concentrer sur la planification urbaine locale, le schéma de cohérence territoriale pour la planification stratégique, donc ce qu'on appelle le SCOT, et la planification locale de l'urbanisme pour la planification réglementaire, donc le PLU. Seconde précision, je me focaliserai évidemment dans mon propos sur les pièces opposables de ces documents, c'est-à-dire les pièces qui vont pouvoir avoir des effets juridiques s'agissant soit d'autres planifications, soit par rapport aux autorisations d'urbanisme directement. Donc dans un premier temps, je vais me pencher sur la planification urbaine et son rôle potentiel par rapport à la production de logements accessibles aux classes populaires. Et on va voir que la planification urbaine, tant stratégique que réglementaire, que la planification urbaine, tant d'un point de vue stratégique que d'un point de vue opérationnel, peut contribuer à cette production de logements accessibles aux classes populaires. D'une part, donc, l'approche stratégique de la production de logements accessibles aux classes populaires. Et ici, deux documents peuvent être mis en avant particulièrement. D'un côté, le schéma de cohérence territoriale, puisque ce SCOT a pour faculté normative de pouvoir préciser les objectifs d'offre de nouveaux logements répartis, le cas échéant, entre les EPCI ou par commune. Cette habilitation a un intérêt pour le logement des classes populaires, puisque cette définition des objectifs doit être réalisée notamment au regard de l'impératif de mixité sociale, nous précise le Code de l'urbanisme. Il faudra donc, pour le SCOT, envisager les résultats à atteindre s'agissant de la production quantitative de logements par des objectifs chiffrés, avec, en arrière-plan, cette idée de prévoir un développement de logements de classe populaire. Mais on parle d'objectifs, ici, dans un document stratégique de surcroît. On sera donc en présence d'objectifs marqués par une certaine généralité et dénués de toute teneur prescriptive. Donc on sera plus dans une obligation de moyens que d'une obligation de résultat. D'un autre côté, à côté du SCOT, on peut évoquer le rôle du PLU intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat. En effet, d'après le Code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat si ce PLU relève de la compétence d'un EPCI, lui-même compétent en matière d'habitat. Or, ce PLUI pouvant tenir lieu de PLH va poursuivre les objectifs assignés à un PLH dont l'écriture est fondamentalement stratégique. Par exemple, ce PLU intercommunal pourra définir les objectifs et les principes d'une politique visant à favoriser la mixité sociale. Ce PLUI pourra également définir les objectifs d'offres nouvelles dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale. D'autre part, à côté de cette approche très stratégique, il faut souligner l'existence d'une approche opérationnelle s'agissant de la production de logements accessibles aux classes populaires. Et ici, on se focalisera tout particulièrement sur le PLU, évidemment, au regard de sa fonction réglementaire. En premier lieu, on peut constater qu'il existe de nombreux mécanismes du PLU ou relevant du PLU qui viennent imposer ou qui peuvent venir imposer la construction de logements accessibles aux classes populaires. Donc de nombreux mécanismes ici pour arriver à cette finalité. Le premier mécanisme que l'on peut citer, c'est le mécanisme de l'emplacement réservé, puisque le PLU pourra ou a la possibilité de délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, des programmes de logement qu'il définit.
Donc ici, c'est très important, puisque cette disposition habilite l'auteur du PLU à définir des programmes de logement, notamment en poursuivant l'objectif de servir la mixité sociale. Et à ce titre, par exemple, l'auteur du PLU peut fixer un nombre minimum de logements à édifier en indiquant les catégories de logements concernés, notamment sociaux. Autre exemple que l'on peut évoquer, c'est le mécanisme du secteur de mixité sociale. Là encore, le PLU peut délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logement, un pourcentage de ce programme sera affecté à des catégories de logements qu'il définit, notamment dans le respect des objectifs de mixité sociale. Donc on a donc ici une action de définition, une action de chiffrage sous forme de pourcentage des catégories de logements qui pourront revenir notamment aux classes populaires. Ici, on est en présence d'une action publique qui est plus souple que celle de l'emplacement réservé, parce qu'il ne s'agit pas de définir des programmes de logement, mais de fixer a priori des catégories de logements, notamment sociaux, qui devront s'insérer dans un programme de logement à réaliser, donc plus de souplesse du côté de l'auteur du PLU et donc du côté de la personne publique. En deuxième lieu, on peut souligner l'idée que le PLU comporte un certain nombre de mécanismes qui incitent cette fois à la construction de logements accessibles aux classes populaires. Là encore, de nombreux exemples sont possibles pour marquer cette fois-ci l'aspect incitatif du PLU. Premier exemple, c'est celui du mécanisme de la majoration de constructibilité, puisque le Code de l'urbanisme prévoit que le PLU peut prévoir des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logement comportant des logements sociaux pourra bénéficier d'une majoration de volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Deuxième exemple, c'est celui de la réglementation de la taille des logements, puisque, là encore, le règlement du PLU pourra délimiter des secteurs dans lesquels les programmes de logement comporteront une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe. Alors ici, on n'est pas en présence d'une disposition qui peut être spécifiquement rattachée aux classes populaires, mais qui peut leur bénéficier, par exemple, la fixation de la taille du logement pouvant viser à loger notamment des parents célibataires, des jeunes travailleurs, etc. Troisième exemple que je retiendrai ici, toujours dans les aspects incitatifs du PLU, c'est la réglementation du stationnement. Le stationnement, en effet, pouvant être réglementé de telle manière que la réalisation d'aires de stationnement ne soit pas un obstacle à la production de logements, notamment ceux destinés aux classes populaires. Et donc, on pourra avoir un abaissement des obligations de réalisation d'aires de stationnement au sein de certains programmes, notamment ceux ayant une destination sociale. En troisième lieu, à côté du PLU stricto sensu, on peut évoquer le PLUI, donc le PLU intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat, puisque ce PLUI va récupérer de fait un certain nombre d'habilitations qui sont normalement du ressort du programme local de l'habitat. Par exemple, le plan local d'urbanisme intercommunal pourra fixer le nombre et les types de logements à réaliser. Il pourra fixer, autre exemple, l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement, donc de compétences communautaires. Donc, au terme de ce premier temps, on constate que le logement des classes populaires passe par l'édification d'un habitat adapté à leurs moyens. Et la planification urbaine, de ce point de vue, peut prendre toute sa part dans la réalisation de cet objectif. Néanmoins, cela ne saurait suffire. Il faut également que ces logements soient bien intégrés dans le fait urbain, dans la ville. Et j'en arrive par là au second temps de cette communication, puisque je voudrais revenir ici sur le rôle possible de la planification dans l'intégration des logements des classes populaires dans le fait urbain. Et il me semble ici que deux impératifs peuvent être mis en avant. Le premier, c'est éviter l'habitat dégradé. Le second, éviter l'habitat isolé. D'une part, le rôle de la planification pour éviter la dégradation des logements des classes populaires. On peut commencer à nouveau ici avec le schéma de cohérence territoriale qui dispose de plusieurs facultés pour agir sur cette thématique. Deux exemples ici. Premier exemple, le SCOT peut fixer des objectifs s'agissant de la politique d'amélioration et de la réhabilitation
du parc de logements existant, qu'il soit public ou privé. Seconde illustration, se rattachant au SCOT, ce dernier peut fixer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, pour les travaux, de respecter un certain nombre de performances environnementales et énergétiques renforcées. Ce second exemple n'est pas spécifique à l'habitat social, pour aller vite, mais il peut concerner ce type d'habitat. D'un autre côté, je voudrais revenir sur le rôle particulier du plan local d'urbanisme pour éviter donc cette dégradation de l'habitat destiné aux classes populaires. Plusieurs outils, là encore, peuvent être mobilisés. Le premier, ce sont les orientations d'aménagement et de programmation, orientations d'aménagement et de programmation, OAP, en droit de l'urbanisme, qui peuvent avoir deux finalités intéressantes en matière de logement des classes populaires. Premier exemple, ces OAP peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter, à restructurer ou à aménager. Autre illustration, les OAP peuvent définir les opérations et les actions nécessaires pour lutter contre l'insalubrité et pour permettre le renouvellement urbain. Autre outil à côté des OAP, c'est le règlement. Le règlement qui ne contient pas de dispositions à strictement parler spécifiques au logement destiné aux classes populaires, mais dont les dispositions généralistes concernant l'habitat peuvent être utilement mobilisées en faveur de cette catégorie de logements. Par exemple, le règlement peut intervenir pour améliorer l'aspect extérieur des constructions. Autre exemple, le règlement du PLU peut intervenir pour améliorer la performance énergétique et environnementale des habitations. Et donc, évidemment, ces deux exemples montrent bien qu'en cas de volontarisme de l'auteur du document, ces dispositions peuvent être mobilisées en faveur du logement des classes populaires. Un dernier mot sur l'aspect dégradation des habitats, des logements, avec là encore le PLUI, donc le PLU intercommunal pouvant tenir lieu de programme local de l'habitat. On l'a dit, je le répète rapidement, le PLUI va pouvoir reprendre toutes les habilitations conférées au PLH et qui peuvent permettre d'empêcher une dégradation des logements sociaux. Quelques exemples là encore. Comme le PLH, le PLUI pourra préciser les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant. Autre illustration, ce PLUI pourra préciser les actions et les opérations de requalification des quartiers anciens dégradés. D'autre part, et je reviens ici au second aspect que je voulais mettre en avant pour éviter l'isolement, cette fois-ci géographique, de l'habitat destiné aux classes populaires, c'est donc que peut faire la planification s'agissant de l'isolement des logements des classes populaires. Le schéma de cohérence territoriale, commençons à nouveau avec lui, a un certain nombre d'habilitations qui lui permet d'agir sur cette thématique. Quelques exemples là encore. Premier exemple, ce schéma de cohérence territoriale va pouvoir fixer des objectifs d'offre de nouveaux logements, on l'a dit. Précisons cette fois que ces objectifs pourront être répartis entre les EPCI ou par commune. L'ambition étant ici d'empêcher une concentration des logements sociaux sur un même territoire en contradiction avec l'idée de mixité sociale. Autre exemple, le SCOT a la possibilité d'orienter l'urbanisation vers des secteurs desservis par les transports collectifs, ce qui, évidemment, peut intéresser l'habitat social. Troisième exemple, qui est dans la même idée, mais cette fois-ci plus précise, le SCOT peut influencer les PLU pour que ces derniers orientent la construction dans des secteurs connectés, en particulier au transport collectif, ce qui, là encore, peut intéresser le logement social. Enfin, dernier exemple, le SCOT a des habilitations en matière commerciale. Il peut orienter l'implantation commerciale de manière à développer ou maintenir le commerce de proximité au plus près de l'habitat, qui, évidemment, peut être social. J'en terminerai sur cet aspect isolement des logements avec le rôle du PLU, qui, lui aussi, peut agir pour empêcher ou limiter l'isolement des logements sociaux. Deux exemples ici rapides. Première illustration, le PLU, lui aussi, peut rechercher à lier la construction et la proximité des transports. Seconde illustration, le PLU peut agir en faveur de la mixité fonctionnelle dans des secteurs où se situent des logements destinés aux classes populaires, par exemple, s'agissant de la question commerciale, pour que soient préservés et développés les commerces de proximité, notamment à propos des quartiers où on peut trouver des logements sociaux. Pour conclure,
Pour conclure, on peut relever que la planification urbaine révèle un arsenal normatif extrêmement important pouvant être mobilisé en faveur du logement des classes populaires. Et de ce point de vue, force est de constater l'extrême importance numérique des textes législatifs qui ont pu être adoptés, pas spécifiquement à cette fin, mais au moins en partie depuis un certain nombre d'années, sans remonter trop loin dans le temps. SRU 2000, Urbanisme et Habitat 2003, Engagement national pour le logement 2006, Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion en 2009, Loi de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social en 2013, Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové en 2014, et enfin, tout récemment, la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique en 2018. Pourtant, en dépit de cette sédimentation législative, on constate que le logement des classes populaires reste un enjeu qui demeure pendant dans le débat social, s'agissant en particulier de l'efficacité des dispositifs existants sur le sujet. Et cette question pendante de l'efficacité des dispositifs existants, s'agissant du soutien au logement des classes populaires, pose la question de la cause de la relative déception que l'on semble manifester à l'égard des instruments existants. Alors on peut se demander si tout relève ou si tout découle de la planification urbaine et du droit de l'urbanisme pour parler de manière plus générique. À mon sens, la problématique n'est pas ici de manière centrale, ce n'est pas, pour le dire autrement, une question instrumentale. Il me semble que c'est plutôt la question politique qui doit être soulevée, puisque l'urbanisme, c'est une compétence fondamentalement politique, et de ce point de vue, on a pu souligner, je pense ici à certaines études rédigées par nos collègues politistes, on a pu donc souvent relever que les élus locaux pouvaient rechigner, alors évidemment, ici je généralise, mais tous les élus locaux ne sont pas dans cette optique-là, mais parfois, on constate que ces élus locaux rechignent à développer le logement social en tant qu'ils pourraient remettre en cause un certain nombre d'équilibres sociaux acquis, ce qui pourrait de facto leur porter atteinte au niveau politique, s'agissant de leur légitimité et de leur mandat. Et de ce point de vue, l'immense majorité des outils que j'ai pu évoquer au cours des quelques minutes précédentes sont des outils facultatifs, s'agissant de leur mise en œuvre, ce qui signifie de manière très concrète que les élus choisissent le plus souvent librement de les mettre en œuvre ou non. Ce qui pose finalement une question, celle de l'efficacité de la répartition des compétences s'agissant de la planification urbaine. Aujourd'hui, ce sont les communes qui restent compétentes en matière de programme local de l'habitat. Or, les élus, et en particulier les maires, sont assez prudents sur cette politique. Et l'autre collectivité publique qui, cette fois-ci, monte en puissance depuis quelques années, ce sont les intercommunalités, avec le SCOT, le PLU intercommunal. Or, ces intercommunalités se caractérisent par l'absence d'un véritable pouvoir politique, ces structures intercommunales fonctionnant encore largement au consensus qui vont venir refléter les prudences communales, s'agissant donc de ces institutions fédératives. Voilà pourquoi il me semble, et j'en conclurai ainsi, que plutôt qu'à de nouvelles réformes techniques qui toucheraient au droit de l'urbanisme, c'est certainement à des changements politiques que reste suspendue la question du logement des classes populaires dans la ville. Je vous remercie.